Les gens crient et agitent leurs mains dans la salle des ventes. Le commissaire-priseur ne parvient pas à calmer tout le monde car le lot sur la table n'est autre qu'un échantillon de la Terre la plus chère du monde. Son prix est d'environ 9 milliards de dollars, mais il est difficile d'imaginer sa valeur réelle car c'est de la Terre provenant de Mars. Si elle est si chère, c'est parce qu'il faudra une décennie, des milliards de dollars et 3 missions spatiales pour la livrer ici, sur Terre. Et nous avons déjà entamé la première mission. Le 30 juillet 2020, une fusée Atlas V à usage unique a été lancée depuis la surface de la Terre en direction de Mars. Le coût du lancement d'une telle fusée aura été d'environ 109 millions de dollars. La fusée transportait le rover Perseverance et le drone Ingenuity. Le vol a duré environ 7 mois. Le 18 février 2021, la fusée a finalement atteint sa destination. Le module d'atterrissage transportant le rover et le drone a été lancé dans l'atmosphère de Mars. Les robots ont voyagé dans une capsule à une vitesse supérieure à celle du son. Le dessous de la capsule a été protégé par un bouclier thermique pour empêcher sa précieuse cargaison de brûler en raison des températures élevées. Il était temps pour l'équipe du Centre de contrôle des missions de la NASA de croiser les doigts et d'espérer que l'atterrissage se passe bien. Tout le processus s'est déroulé automatiquement. Une fois que la capsule cargo est entrée dans l'atmosphère de Mars, un parachute s'est ouvert avec succès. Cela a réduit la vitesse de la capsule à 420 mètres par seconde. Dès que sa vitesse de chute est redevenue subsonique, le bouclier thermique a été largué. À ce moment-là, on a pu voir la surface de Mars pour la première fois à l'aide de la caméra et du radar placé dans la capsule. La capsule se déplaçait déjà à une vitesse comparable à celle d'une voiture de course. La vitesse de chute est descendue à 145 mètres par seconde à une altitude de 9,5 km au-dessus de la surface. C'est l'altitude à laquelle volent les avions sur Terre. À une altitude d'environ 3,5 km, les 8 réacteurs du module d'atterrissage se sont mis en route. Le système de navigation a ajusté la trajectoire d'atterrissage. Le module d'atterrissage s'est ensuite séparé de la capsule parachute et a commencé sa descente à une vitesse de 75 mètres par seconde. Au centre de contrôle des missions de la NASA, tous s'attendaient à un atterrissage réussi. À 300 mètres au-dessus de la surface, la vitesse de descente est de 30 mètres par seconde. À environ 20 mètres au-dessus de la surface, le système de grue aérienne a commencé à faire descendre le rover vers la surface. Perseverance a sorti ses 6 roues comme un avion sort son train d'atterrissage. Les roues du rover se rapprochaient de plus en plus de la surface. Encore quelques mètres et... contact! Au même moment, Perseverance a coupé les câbles de la grue aérienne. Toute l'équipe sur Terre a éclaté de joie. La seconde suivante, le rover a également coupé les câbles qui le reliaient au module d'atterrissage. Celui-ci s'est envolé et a effectué son propre atterrissage incontrôlé. En d'autres termes, il s'est écrasé sur la surface de la planète rouge. La deuxième étape de la mission, qui est censée nous livrer la Terre la plus chère de l'histoire, a commencé par la collecte d'échantillons. Cette phase a en fait commencé il y a longtemps sur Terre. Le rover a embarqué 43 tubes en titane. Chacun d'entre eux peut contenir un échantillon de sol de la taille d'un petit doigt humain. En préparant ces tubes dans un laboratoire sur Terre, les scientifiques ont d'abord soufflé de l'air dans les tubes. Puis, ils les ont baignés dans des bacs remplis d'acétone et d'autres produits chimiques pour s'assurer qu'aucune bactérie ne reste à l'intérieur. Puis, ils les ont placés dans un four chauffé à 149 degrés pendant 29 heures. Lorsque Perseverance collecte des échantillons dans ces tubes, ils peuvent y être conservés pendant au moins 10 ans. En comparaison, les échantillons de sol lunaire placés dans des boîtes scellées ne peuvent être conservés que pendant 10 jours. Perseverance a aussi beaucoup d'équipements et de spectromètres pour étudier les échantillons. Il possède même un puissant laser. Le rover peut liquéfier des roches solides en plasma et analyser ensuite leur composition. Les scientifiques espèrent trouver des traces d'organismes vivants dans ces échantillons de sol. C'est pour cette raison que Perseverance a atterri dans le cratère G0. Ce cratère est aussi large que le grand lac Salé et était autrefois rempli d'eau. On peut y voir des lits de rivières asséchés et des dépôts d'argile. Cela a conduit les scientifiques à penser qu'autrefois, il y avait de l'eau dans cette région. Et comme l'eau est la base de toute vie, les chercheurs espèrent trouver des traces de son existence ici. Un autre objectif de Perseverance est de tester la technologie qui permettra de produire de l'oxygène sur Mars. Les gens en auraient besoin pour respirer et comme carburant de fusée. Pour ce faire, le rover utilise MOXIE, qui signifie Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment. Il s'agit d'une boîte de la taille d'une cage de hamster et qui pèse autant qu'un gros chien. Sa fonction est de pressuriser l'air martien pour qu'il ressemble à celui de la Terre, puis de le chauffer.
Une réaction chimique avec un métal spécial à l'intérieur de la boîte est censée séparer un atome d'oxygène du dioxyde de carbone, ce qui donnera du monoxyde de carbone et de l'oxygène pur. Si cette technologie s'avère efficace, elle sera appliquée à une échelle 200 fois plus grande. Ainsi, nous produirons suffisamment d'oxygène pour que les astronautes puissent respirer et que des fusées puissent être lancées vers la Terre. Ainsi, le rover de 2,7 milliards de dollars, ce qui comprend son coût de conception, sa construction et son entretien, collectera des échantillons de terre et de roches jusqu'en 2023. Il laissera des tubes fermés contenant des échantillons directement sur la surface de Mars. Et près d'une décennie plus tard, ils seront collectés. Mais on aura besoin d'un autre rover pour faire cela. Il faudra plusieurs milliards de dollars pour mettre en place une nouvelle mission. Il lui faudra ensuite 7 mois pour atteindre Mars. Après cela, il y aura un autre atterrissage compliqué. Ce sera un simple rover avec de grandes roues qui l'aideront à contourner les collines martiennes. De grands panneaux solaires l'alimenteront en électricité. Ce rover rassemblera tous les échantillons collectés par Perseverance, puis il les chargera dans une caisse de la taille d'un ballon de basket et les transportera vers la fusée qui aura atterri sur Mars en même temps que lui. L'étape suivante consistera à livrer ces découvertes à la Terre. La fusée avec les échantillons de sol et de roches devra décoller de Mars et se placer sur son orbite. Un autre vaisseau spatial l'y attendra. La fusée propulsera la valise d'échantillons et le vaisseau spatial l'attrapera. Ce vaisseau spatial démarrera alors ses moteurs et repartira vers la Terre. À son arrivée, le vaisseau spatial larguera un véhicule de rentrée. Il s'agit en gros d'une capsule contenant la valise à échantillons et protégée par des boucliers thermiques. Lorsque la capsule entrera dans l'atmosphère terrestre, elle deviendra très chaude à cause de la friction avec l'air. Mais les boucliers protégeront les échantillons et la capsule atterrira quelque part dans l'Utah. La durée totale de la mission pour livrer les échantillons sera d'environ 5 ans. Ce n'est qu'après cela que les échantillons seront prêts pour les analyses et on saura enfin s'il y a eu de la vie sur Mars. Était-ce avant la naissance de la Terre, il y a environ 4 milliards d'années? Ou était-ce avant que les humains ne deviennent une espèce intelligente? Les scientifiques espèrent trouver les réponses à ces questions. C'est pourquoi ces échantillons valent en réalité beaucoup plus que 9 milliards de dollars. Et si Mars s'avérait effectivement être un endroit potentiellement habitable et que les gens voulaient y construire une colonie, il faudrait alors encore quelques décennies de travail avant que nous puissions nous rendre sur la planète rouge. Pour ce faire, il faudrait utiliser plusieurs dizaines de fusées. D'abord, un vaisseau spatial vide serait envoyé en orbite à l'aide d'une fusée de lancement. Ensuite, une autre fusée livrerait du matériel à ce vaisseau spatial. Et on aurait encore besoin d'une autre fusée pour ravitailler le vaisseau en carburant. Alors seulement un voyage de 7 mois vers Mars commencerait. Le vaisseau spatial devrait livrer suffisamment de matériel de recherche, de matériaux de construction et d'autres fournitures sur Mars. Ensuite, il faudra organiser la production d'énergie. Nous pourrions utiliser des centrales nucléaires ou des panneaux solaires pour cela. Les habitations seraient très probablement situées sous terre. L'atmosphère de Mars ne protège pas beaucoup des radiations solaires, si bien qu'il faudrait se cacher du soleil. Les prochaines tâches seraient la production de carburant et d'oxygène. Moxie pourrait nous aider dans ce domaine, de même que l'agriculture vivrière. On ferait pousser de la nourriture dans des serres hermétiques, directement sur le sol martien. Mais nous devrions quand même porter des combinaisons spatiales là-bas. Pour se sentir chez eux, les colons devraient terraformer Mars. Il faudrait réchauffer la planète et créer une atmosphère similaire à celle de la Terre. Actuellement, la pression sur Mars ne permet à l'eau que d'être à l'état solide. Il faudrait donc la rendre liquide. Les scientifiques proposent de nombreux moyens d'y parvenir. L'un d'eux consiste à faire s'écraser une énorme météorite sur Mars. Mais quelle que soit la méthode, il faudra encore plusieurs dizaines, voire des centaines d'années avant que nous puissions faire de Mars notre nouvelle mission.